Salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 3 décembre 2025 et notre cher frère Matthew O est avec nous. Bon retour parmi nous, Matt. Salut Nima, ravi de te voir. Laisse-moi commencer, Matt. Abonnez-vous et cliquez sur le bouton j'aime. Cela nous aide à toucher plus de monde. Alors Matt, je veux commencer par l'une des vidéos qui sont sorties. Dans celle-ci, on voit Ilan Carr, le PDG du Conseil israélo-américain, parler de la manière dont ils peuvent tirer parti de ce qui se passe en Israël, comment ils peuvent en tirer des leçons pour appliquer ce type de stratégie aux États-Unis, afin de convaincre les gens ici, ou peut-être même de lutter contre certains groupes aux États-Unis. Voici ce qu'il a dit. J'aimerais connaître ton avis et ta compréhension de ce type d'argument aux États-Unis. Nous vivons une époque de miracles et d'opportunités sans précédent. Le défi qui nous attend ici, et je conclurai là-dessus car c'est essentiel, est de transformer les réussites d'Israël en nos propres réussites et victoires ici, car nous ne formons qu'un seul peuple. La faiblesse d'Israël est la nôtre, et la force d'Israël est la nôtre. Maintenant qu'Israël a bouleversé toute la situation géopolitique, notre tâche dans la diaspora est de capitaliser sur ces victoires et de gagner ici. Faisons à nos ennemis ici ce qu'Israël a fait à ses ennemis là-bas. Et c'est sur cela que se concentre l'IAC. C'est une bonne idée. Merci. Wow. Qu'est-ce que c'est, Matt? Wow, tu sais ce que c'est? On peut l'expliquer comme un segment de la classe dirigeante qui essaye de maintenir le statu quo, non? Comprendre les défis à leur autorité et à leur pouvoir, les défis à leur contrôle du récit. On pourrait l'expliquer ainsi. Ou bien on peut aussi y voir des gens qui croient vraiment être, tu sais, le peuple élu de Dieu et qu'ils ont le droit et le devoir de tuer ceux, il n'y a pas d'autre mot, de tuer ceux qui menacent leur position. Et ce n'est même pas une question d'être usurpé. C'est plutôt comme une histoire de tondre la pelouse. Nous avons ces mauvaises herbes autour de nous, et nous avons le devoir ou l'obligation de les éradiquer. Je veux dire, c'est essentiellement de cela qu'il s'agit ici, dans ce type de conversation. Je ne suis même pas sûr qu'ils soient vraiment si peu sûrs d'eux, autant qu'ils sont simplement heurtés par l'affront d'être remis en question, n'est-ce pas? La témérité, l'insolence qu'on leur montre doit recevoir une réponse. Et puis il y a aussi cet aspect du « il faut bien tondre la pelouse ». C'est vraiment remarquable ce qu'il dit dans un forum public comme celui-là. Et la réaction des participants, bien sûr, a été approbatrice. Vous savez, le modérateur n'a pas lâché son micro, ni dit « Wow, 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 qu'est-ce que vous dites là ?» Parce qu'il est clair de quoi il parle. Je veux dire, comme toujours, je suis sûr qu'ils essaieront de nous embrouiller, de justifier ça, ou de faire semblant que nous sommes tous idiots. Vous connaissez l'expression? Nous faire croire qu'il pleut alors qu'on nous urine dessus. Je suis sûr qu'ils essaieront de faire ça. Ils ne voulaient pas dire, vous voyez. Mais il n'y a pas d'autre façon de le comprendre. Matt, en Israël, Benjamin Netanyahu a demandé au président israélien de lui accorder une grâce. La réponse du président, et peut-être aussi de l'opposition en Israël, a été qu'il devait se retirer de la vie politique. C'était l'une des conditions posées. La deuxième concernait l'enquête sur les événements du 7 octobre. Comment vois-tu toute cette situation? D'un autre côté, des centaines d'anciens policiers israéliens ont demandé au président de rejeter la demande de grâce de Netanyahou. Quelle est ta compréhension de ce qui se passe avec Netanyahou en Israël? Et penses-tu que cet homme est capable de se retirer de son poste ou va-t-il continuer jusqu'au bout? Je ne sais pas ce que cela impliquerait, mais comment vois-tu les choses?
Encore une fois, je pense qu'on peut examiner cela dans un contexte général et comprendre qu'Israël est le reflet des États-Unis, en termes de corruption, en termes de sentiment d'impunité de sa classe dirigeante. On peut certainement comprendre les fractures, les frictions et les divisions de la politique israélienne. Des divisions qui existent depuis longtemps, mais qui semblent avoir été aggravées et polarisées par les excès des politiques d'Israël, notamment en ce qui concerne la colonisation de la Cisjordanie, l'apartheid envers les Palestiniens et sa volonté d'imposer sa domination dans toute la région en bombardant ses voisins et en assassinant les dirigeants des pays voisins. Ce genre d'excès finit toujours par se retourner contre soi. Exactement. Les poules rentrent toujours au poulailler. Et on pourrait dire la même chose des États-Unis. Vous savez, Spencer Ackerman a écrit un excellent livre expliquant comment nous en sommes arrivés à Donald Trump à cause de la guerre mondiale contre le terrorisme. On peut voir comment les excès commis ici, les décisions prises par les administrations démocrates comme républicaines, ont conduit à une réalité, un esprit du temps, une culture, aux États-Unis, dans laquelle quelqu'un comme Donald Trump parvient au sommet. Lorsque vous abandonnez toute apparence de respect de l'état de droit, que ce soit à l'échelle internationale ou nationale, quelqu'un comme Donald Trump finira par s'imposer. Dans le cas de Benjamin Netanyahou, il n'est pas nouveau comme Donald Trump peut l'être, enfin pas que Trump soit vraiment nouveau, mais les gens comprennent que la relation de Netanyahou au pouvoir en Israël remonte à des décennies sur le plan politique. Donc oui, si l'on regarde cela sous l'angle des divisions internes en Israël, je ne vois pas comment cela ne deviendrait pas la question la plus importante à l'approche des élections de l'année prochaine. Quand j'étais là-bas, il y a un an, le principal sujet était la corruption de Netanyahou. C'était pas le génocide à Gaza, ni l'annexion continue ou rampante de la Cisjordanie, ni même les otages à Gaza. C'était la corruption de Netanyahou. Et donc, on peut voir comment cela pourrait continuer à enflammer la situation politique et sociale en Israël, car il existe ici des lignes de fracture très nettes. Pour les Palestiniens, cela n'a aucune importance. Toutes ces lignes concernent Gaza, le camp qui veut voir le nettoyage ethnique, la poursuite du génocide et l'annexion. Mais en réponse à la demande de grâce de Netanyahou, je ne peux pas imaginer que Netanyahou accepterait ces conditions. Je veux dire, cela semble contraire à ce qu'il est et à la raison pour laquelle il cherche à obtenir le pouvoir. Cela a donc essentiellement mis en place cette confrontation, où l'on va avoir, très semblable à ce qui se passe aux États-Unis, ces affrontements entre, disons, la Cour suprême et Donald Trump. Que Trump les ait achetés ou non, ou que les républicains de la Cour suprême se montrent loyaux envers Trump, je pense que la plupart d'entre nous croient qu'ils le seront. Mais la question reste ouverte. Et je pense que les mêmes dynamiques ou spectacles vont bientôt se produire en Israël. Je ne peux pas imaginer Israël sans Netanyahou, car d'une certaine manière, Netanyahou est en train de devenir l'identité d'Israël. Je ne sais pas comment c'est possible, mais il est Premier ministre depuis si longtemps. Et il faut parler avec quelqu'un comme Cal Wilkerson pour se souvenir même de Sharon, tu vois. Je sais, n'est-ce pas? Tu vois, je veux dire, je suis assez vieux pour me souvenir de l'époque où le Parti travailliste existait vraiment en Israël. Donc ces noms me disent encore quelque chose. Mais la réalité, c'est que je suis aussi assez vieux pour avoir connu Netanyahou pratiquement toute ma vie d'adulte. Je veux dire, il était déjà important au début des années 1990. C'est un homme dont le rôle en Israël a été déterminant pendant 3 décennies et demie, voire plus. Alors oui, l'idée que Netanyahou parte selon un mécanisme où l'on dirait en gros « on te pardonne, mais tu dois t'exiler », c'est contraire à tout ce qu'il est. À moins qu'il ne se prenne pour Napoléon et qu'il pense revenir de cet exil, tu vois.
Mais ça, c'est absurde, ou peu importe. Mais vous savez, l'idée d'une guerre civile en Israël n'est vraiment pas si farfelue. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut simplement balayer d'un revers de main en disant « Oh, ça n'arrivera jamais ». Je veux dire, les signes sont là, les inquiétudes sont là. Il y a environ un an, le chef du Shin Bet, qui est à peu près l'équivalent israélien du FBI ou du MI5, a déclaré que sa principale préoccupation, sa plus grande crainte, était le terrorisme juif. Et puis, quand on regarde le comportement des colons juifs. Aujourd'hui même, dans l'émission Democracy Now!, une femme parlait de la manière dont les colons israéliens traitent les citoyens israéliens juifs. Et comment, là où il y avait autrefois une ligne séparant la façon dont les colons traitaient les Palestiniens de celle dont ils traitaient les Israéliens juifs, cette ligne a désormais plus ou moins disparu. C'est toujours plus dangereux, comme elle l'a dit, d'être palestinien, bien sûr. Mais l'idée que les colons israéliens n'attaqueraient pas des juifs israéliens n'existe plus. Des colons ont attaqué des soldats israéliens. Donc, peu importe combien de personnes redescendront dans la rue pour protester contre Netanyahou. Et souvenez-vous, avant le 7 octobre, il y avait quoi, 1 million de personnes dans les rues, parfois, pour protester contre Netanyahou. Et une population de quoi? 8 ou 9 millions. C'est incroyable, c'est énorme. Il faut toutefois se rappeler qu'il y a un nombre équivalent de colons armés qui considèrent ces gens dans la rue, protestant contre Netanyahou, comme des traîtres. Ainsi, le danger bien réel d'une forme de violence intranationale, que l'on l'appelle guerre civile ou non, en Israël, en particulier avec toutes les tensions des dernières années, la pression économique, mais aussi, comme nous le disions plus tôt, les excès issus de sa colonisation, de ses tentatives de domination régionale, de son apartheid, de la subjugation et du génocide du peuple palestinien. Tout cela se répercute dans la société. Et bien sûr, ces éléments s'enracinent et donnent naissance à leurs propres manifestations. Vous savez, encore une fois, ce genre de référence. On n'aurait pas eu un Donald Trump sans quelque chose comme la guerre mondiale contre le terrorisme ou le Patriot Act, ni sans le sauvetage des banques et toutes ces autres mesures. Alors, que va-t-il se passer? Eh bien, je ne pense pas qu'aucune spéculation puisse être jugée trop farfelue. Oui. Matt, tu as mentionné le cas de l'annexion. Nous savons que l'administration Trump avait déclaré que l'annexion de la Cisjordanie était impossible, qu'il ne laisserait pas cela se produire. Mais pendant que nous parlons, nous savons qu'Israël construit des barrières et des murs pour séparer les colons des Palestiniens en Cisjordanie. D'une certaine manière, ils annexent la Cisjordanie sans qu'elle soit officiellement annexée. Qu'est-ce que c'est? Quelle devrait être la réaction? Comment vois-tu la réponse des États-Unis à cela? Parce que quand on construit un mur, quand on sépare, cela signifie qu'on veut s'approprier le territoire. Je ne vois pas d'autre issue. D'accord. Je pense que l'administration Trump, comme toutes les administrations américaines précédentes, se cachera derrière des questions de sémantique. Même s'il s'agit des territoires palestiniens occupés, les administrations Bush, Obama, Biden, Clinton et ainsi de suite contournent toujours ce mot. Elles trouvent d'autres termes à employer. Elles diront des choses comme « Nous ne sommes pas d'accord avec cette évaluation ». Et nous les avons vus faire cela en permanence. Je veux dire, regardez tous les rapports, toutes les évaluations, le nombre d'organisations et d'États affirmant qu'Israël commet un génocide. Et la Maison-Blanche ainsi que le département d'État répondent simplement « Nous ne sommes pas d'accord avec cela ». Même lorsque leurs propres collaborateurs affirment qu'un génocide est en cours, qu'Israël commet des crimes de guerre, qu'Israël affame délibérément le peuple palestinien. Toutes ces évaluations ont été transmises à la Maison-Blanche, à Tony Blinken,
au département d'État, à Jake Sullivan en tant que conseiller à la sécurité nationale, et ils se contentent de dire « Nous ne sommes pas d'accord avec cette évaluation », même lorsqu'elle vient de leurs propres équipes. Alors, si l'administration Trump déclare « Nous n'allons pas soutenir l'annexion » et se contente d'appeler l'annexion autrement, pourquoi penserions-nous que cela ne se reproduirait pas? Et ensuite, pour quiconque succédera à l'administration Trump, que ce soit une administration Vance, une administration Rubio, ou quiconque du côté républicain, ou encore une administration démocrate, c'est l'acceptation. Vous savez, tout comme pendant des décennies les administrations disaient « Nous ne déplacerons pas notre ambassade de Tel Aviv à Jérusalem », Trump l'a fait, et qu'a fait l'administration Biden ensuite, elle l'a simplement accepté. Donc, avec ce genre de choses, on peut voir qu'ils continueront comme avant. Et on peut aussi voir, Nima, la volonté de l'administration Trump d'utiliser des formulations et des tournures, ou de reconnaître clairement des choses qui ne sont pas de jure, mais de facto. Et avec les récentes itérations des plans de paix que nous avons vus concernant l'Ukraine et la Russie, on voit les Américains dire « Nous acceptons la reconnaissance de facto de la Crimée, la reconnaissance de facto du Donbass, n'est-ce pas? La reconnaissance de facto de Zaporizhia et Kherson à l'est du fleuve. » Tu vois ce que je veux dire? Cette volonté de dire « En quoi la légalité nous importe-t-elle? En quoi les frontières nous importent-elles? En quoi les conventions, les statuts, les accords et les lois nous importent-ils? » Et encore une fois, on voit cela se refléter dans la politique étrangère et dans la politique intérieure également. Je veux dire, c'est cette administration Nima qui affirme qu'elle va faire la guerre au Venezuela à travers toutes ses actions. Et puis, à cause du narcoterrorisme, parce que Maduro serait à la tête d'un réseau de drogue qui tue des dizaines de milliers d'Américains, etc., etc., etc. Aucune preuve ne vient étayer tout cela, mais on le dit quand même. Et ensuite, que font-ils réellement? Ils gracient l'homme qui dirigeait effectivement un réseau de drogue condamné par un tribunal de New York. Donc, ils se moquent de la réalité. Tout ce qui les intéresse, c'est que leurs partisans, ceux qui ont besoin d'entendre ce genre de raisonnement, de récits, d'excuses, disposent de quelque chose à quoi se raccrocher, n'est-ce pas? Et ils se moquent de ce que pense le reste du monde. Ils se soucient à peine, ou très peu, de ce que pensent les Américains. Mais avant tout, leur communication vise ceux qui ont besoin d'une forme de déni plausible pour justifier le fait qu'ils n'aient pas eu à réfléchir de manière critique aux actions auxquelles ils participaient. Il semble qu'il y aura une réunion dans le sud du Liban. Netanyahou a parlé de l'envoi d'un représentant israélien à cette réunion. Il y aura des représentants des gouvernements libanais et israéliens. D'après ce que j'ai appris, juste avant de remonter du couloir, c'est la première fois que des Israéliens et des Libanais se parlent directement dans une telle réunion. Ils vont être là et réellement se parler. Il y aura également des représentants de la France et des États-Unis. Il me semble qu'ils isolent d'une certaine manière le cas du Liban, qu'ils isolent le cas de la Syrie. Mais est-ce que cela va aider la situation à Gaza ou en Cisjordanie? Parce que le principal problème, le conflit entre le Liban et Israël, vient de Gaza, de ce qui se passe en Cisjordanie, mais surtout de Gaza. Quelle est votre opinion à ce sujet? Vous savez, la politique américaine et israélienne depuis des décennies, depuis Nasser, consiste à briser toute forme d'unité au Moyen-Orient, à s'assurer que tous ces pays restent dans des cases séparées, à écraser le panarabisme, le nationalisme arabe, peu importe comment on l'appelle, et à isoler et traiter la Syrie différemment du Liban. Ces pays, bien qu'ils soient souverains, vous savez, ce n'est pas
Donc l'accent est mis sur leur souveraineté plutôt que sur l'agresseur dans la région, n'est-ce pas? Le colonisateur dans la région, qui a une politique ou un plan unique, cohérent et délibéré à travers toute la région. Ignore ça. Mais assurons-nous que tous ces pays distincts restent bien dans leur propre case. D'accord. Et que ce qui se passe en Syrie n'a rien à voir avec ce qui se passe en Libye ou au Liban ou en Irak. Vous savez, l'idée, c'est de garder ces choses isolées. Cela détourne l'attention du public et des médias de la compréhension de la politique américaine et israélienne. Comme, oh, ce qui se passe en Syrie n'a rien à voir avec ce qui se passe au Liban. Comme si, vous savez, ils nous urinaient dessus en nous disant qu'il pleut. Mais, vous savez, avoir cette distraction sert aussi à s'assurer qu'aucune de ces nations ne puisse se soutenir mutuellement, qu'aucune de ces communautés ne puisse s'entraider. N'est-ce pas? Ainsi, ce soutien mutuel disparaît. Et c'est bien sûr ce que l'axe de la résistance cherchait à construire. Et il faut le reconnaître, la stratégie américaine et israélienne au cours des dernières années a vraiment réussi à briser cela, à le démanteler, à détruire cette unité et à faire en sorte que ces États et groupes de la région ne puissent plus se soutenir mutuellement contre Israël et les États-Unis. Je veux dire, je pense qu'il est toujours très important de veiller à la façon dont nous formulons les choses, en précisant qu'il s'agit d'Israël-États-Unis ou des États-Unis et d'Israël, pour bien montrer qu'il s'agit d'une politique conjointe. Si vous partez en guerre contre Israël, vous partez aussi en guerre contre les États-Unis. Donc oui, cette idée de vouloir les séparer est délibérée, et elle vise à empêcher ces États, ces organisations et ces groupes de coopérer. Et ensuite, l'idée est que, si vous parvenez à isoler la Syrie et le Liban, qui donc pourra apporter la moindre aide aux Palestiniens? En somme, on a retiré à l'Iran, en tant qu'État relativement éloigné des questions palestiniennes, la possibilité d'apporter son soutien. Vous savez, vous avez réduit la capacité de toute milice irakienne à s'impliquer. Bien sûr, la Jordanie et l'Égypte sont des États qui ne représentent absolument aucune menace pour les plans israéliens en Palestine. Donc, cette idée d'en arriver au point où vous avez façonné ou créé les conditions, de sorte qu'il n'y ait aucune pression sur Israël venant du Liban ou de la Syrie, et surtout qu'il ne puisse apporter aucun soutien à la Palestine, eh bien, c'est exactement ce que veulent les Israéliens. Et c'est pourquoi, vous savez, c'est terrible à dire, mais même Gaza a toujours été un effort secondaire. Ainsi, un génocide pourrait avoir lieu contre 2 millions de Palestiniens à Gaza. Et cela serait encore considéré comme un effort secondaire. Ce n'était pas l'effort principal des Israéliens. L'effort principal, c'est la Cisjordanie. On peut considérer cela comme des opérations de préparation. Enfin, je veux dire, des efforts secondaires. Donc oui, vu sous cet angle. Et puis l'autre aspect aussi, c'est que la politique ne consiste pas seulement à maintenir ces peuples dans des cases, à garder ces pays dans leurs cases respectives, mais aussi à créer, à l'intérieur de ces cases, du chaos, de l'instabilité, afin que ces cases soient incapables, désolé d'appeler ces pays des cases, mais que ces pays soient donc incapables d'organiser une quelconque résistance contre les Israéliens et les Américains, et encore moins de coopérer entre eux contre les Israéliens et les Américains. Vous savez, on voit les Américains et les Israéliens intervenir en Syrie. Le Liban inclura également les Français, dans le but d'isoler ces populations et, en somme, de semer le chaos sur place, afin de rendre la situation instable. C'est un désordre total. Une partie de ces plans consiste, bien sûr, à créer des zones tampons pour les Israéliens, afin qu'ils disposent de leur propre zone de sécurité et que le chaos, l'instabilité, les combats, peu importe, se déroulent de l'autre côté. Les Israéliens s'en satisfont. Les Américains aussi. Leurs alliés dans la région s'en réjouissent, car ils pensent y gagner en pouvoir, en contrôle,
en territoire, et ainsi de suite. Mais bien sûr, ce sont les Palestiniens qui souffrent, ou qui se retrouvent dans une situation encore pire qu'auparavant. Matt, tu as mentionné la situation au Venezuela. Comment vois-tu la manière dont Donald Trump et Pete Hegseth parlent du bombardement de ce bateau, puis du bombardement des 2 survivants de la première attaque? Nous savons qu'il y a beaucoup de répercussions aux États-Unis. Ce n'est pas seulement une question de démocrates. Des républicains prennent la parole pour dire à quel point ce genre d'action de la part du gouvernement américain est illégal. Voici Rand Paul qui en parle. Il me semble qu'ils essayent de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre, pas sur eux-mêmes. Une déclaration très claire a été faite dimanche. Le secrétaire Hegseth a dit qu'il n'était au courant de rien et que cela n'était pas arrivé, que c'était une fausse information, que cela n'avait pas eu lieu. Et puis, le lendemain, depuis le pupitre de la Maison-Blanche, ils affirment que cela s'est bien produit. Donc, soit il nous a menti dimanche, soit il est incompétent et ignorait ce qui s'était passé. Pense-t-on vraiment qu'il soit possible que dimanche, le secrétaire à la Défense n'ait pas su qu'il y avait eu une deuxième frappe? Ce sont des questions très importantes à poser, vous savez. Mais je ne sais pas s'ils ont une quelconque réponse à y apporter. Vous savez, je pense pour être un peu désinvolte, que Hegseth a de la chance s'il sait combien d'alcool il reste dans la bouteille, ce genre de choses. Je ne fonde pas mon analyse sur l'hypothèse qu'un type comme Pete Hegseth ait une bonne maîtrise de ce qui se passe sous son commandement ou dans son service. Je suis reconnaissant pour cette conversation, pour le dialogue qui a lieu dans les médias, du moins aux États-Unis, à propos des lois de la guerre, des principes sur lesquels nous sommes censés faire fonctionner nos forces armées à l'étranger. Maintenant, bien sûr, où était cette conversation lorsque l'administration Obama utilisait des drones, non seulement pour tuer des milliers de personnes, mais aussi pour attaquer les secouristes? Quand l'administration Obama attaquait délibérément, intentionnellement, des funérailles avec des drones? Où était cette conversation alors que des milliers, vous savez, d'équipages de C-17 et de C-5 de l'US Air Force transportaient par voie aérienne des armes et des munitions vers Israël, ce dont Israël avait besoin pour mener son génocide contre le peuple palestinien à Gaza au cours de ces 2 dernières années? Vous savez, la fourniture d'armes et le soutien à Israël qui viole 5 ou 6 lois américaines. Où était cette conversation? Où était cette indignation? Où était cette préoccupation pour la loi à ce moment-là? Et c'est important, car à moins de comprendre le précédent qui permet à Donald Trump de mener ses actions, peu importe ce que vous dites ou faites à propos de Donald Trump, si ce précédent n'est pas compris, et si l'infrastructure et les politiques fondamentales sous-jacentes qui permettent à Donald Trump, Pete Hegseth, l'amiral Bradley et d'autres de mener ce type de frappe de drone ne sont pas remises en question, alors rien ne change vraiment. Eh bien, si tout cela n'est pas traité, alors vous n'avez pas abordé les raisons fondamentales de ce type de violation de l'état de droit, le droit de la guerre, mais vous vous assurez qu'elle puisse se reproduire. Vous savez, je veux dire, il y a beaucoup à considérer. Et l'autre chose que je dirais à Nima, c'est que je pense que la Maison-Blanche a très habilement placé l'amiral Bradley. Et, vous savez, en regardant cela objectivement, la Maison-Blanche a fait du bon travail, je pense, en manœuvrant politiquement mieux que ses détracteurs. Donc je pense que ce que les critiques du Congrès avaient imaginé, y compris certains membres du Parti républicain qui s'opposent à Pete Hegseth depuis sa nomination, ils voulaient d'autres personnes à ce poste. Ils voulaient des gens qui faisaient vraiment partie de l'establishment, n'est-ce pas? Ils voulaient
leurs fidèles de l'industrie de l'armement, où ils voulaient, vous savez, le cousin de Palmer Luckey pour reprendre le poste, ou peu importe, n'est-ce pas? Ils voulaient des personnes issues des intérêts établis autour de l'appareil de sécurité nationale. Pete Hegseth? Oui, il était dans la garde nationale. Il écrit des livres sur le machisme américain et des choses de ce genre, sur le fait d'être un super patriote ou autre. Mais ce n'est pas la personne que beaucoup de membres de l'establishment de la sécurité nationale voulaient pour ce poste. C'est pourquoi, vous voyez, beaucoup de républicains dire que cela pourrait être un moyen d'écarter Hegseth. Ils le considèrent également comme incompétent et embarrassant. Mais voici une occasion de se débarrasser de Hegseth, peut-être, et de placer l'un des leurs à ce poste de secrétaire à la défense. Et cela s'est retourné contre eux, je pense, ou pourrait se retourner contre eux, parce que aucun de ces critiques, qu'ils soient au Congrès ou dans les médias, n'a le courage de s'en prendre à un membre de l'armée, n'est-ce pas? Donc je pense que dans leur esprit, ils imaginent Pete Hegseth s'effondrant sous un interrogatoire impitoyable devant les commissions des services armés du Sénat et de la Chambre, peut-être même destitué et démis de ses fonctions à cause de cela. Vous voyez? Et ils peuvent très bien se représenter cette scène. Et nous pouvons le constater. Nous voyons des démocrates aussi bien que des républicains qui veulent évincer Hegseth et qui mettent cela en œuvre en avançant avec un tel plan. Cependant, maintenant, vous allez faire cela à un amiral, à un Navy SEAL, à un héros de guerre, à un vétéran des opérations spéciales? Je ne vois pas les membres du Congrès se précipiter pour s'en charger. Vous savez, pas plus que les médias. Oh, n'est-on pas censé saluer les troupes et les remercier pour leur service? Et ne sont-ils pas nos héros? Ne sont-ils pas tous des héros? Comment cet amiral aurait-il alors pu faire quelque chose de mal, vous voyez? Et donc, je pense que c'est un aspect de la situation qui ne fonctionnera pas pour les critiques de l'administration, que ce soit encore une fois au Congrès ou dans les médias. Et c'est regrettable, c'est terrible, parce que c'est exactement ce dont on a besoin. Il faut que l'amiral Cooper soit tenu pour responsable, tout autant, voire plus encore, que Hegseth. Parce que Hegseth, encore une fois, personne ne remet en question la compétence de ce type. Personne ne dit que c'est quelqu'un de sérieux. Mais Cooper est... Pardon, l'amiral Bradley. L'amiral Bradley est un homme sérieux, et Bradley représente cette infrastructure. L'amiral Bradley incarne les décennies de guerre illégale menées par les États-Unis. L'amiral Bradley incarne le précédent établi par Barack Obama lorsqu'il a tué des citoyens américains avec des drones, n'est-ce pas? Quand il a de nouveau frappé les secouristes, quand il a frappé les funérailles, n'est-ce pas? Je veux dire, cette continuation de ces politiques, ce système massif d'assassinats extrajudiciaires que nous avons, doit être remis en question, doit être examiné et doit être démantelé. Et pour cela, il faut s'en prendre à quelqu'un comme l'amiral Bradley, au lieu de monter une sorte de spectacle de façade où l'on espère que Pete Hegseth va s'effondrer en larmes devant les caméras. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que ce que nous voyons ici, c'est de la politique habillée de principes, plutôt que des principes autour desquels s'articule la politique. Oui, Matt, en changeant de sujet vers l'Ukraine. Comprends-tu ce genre d'attitude de la part des Ukrainiens? Parce que jusqu'à présent, ce qu'ils disaient, tout le discours des Européens, c'était qu'après l'Ukraine, ils allaient nous attaquer. La Russie se prépare à attaquer l'Europe. Et maintenant, ils ont fait ces suppositions, et ils parlent de la manière dont nous devons contrer ce type d'attaque qu'ils pourraient mener, qu'ils pourraient faire. Nous devons lancer une attaque préventive contre la Russie, une attaque préventive hybride. Qu'est-ce que c'est?
Oui, je sais. C'est de la folie. C'est complètement fou. Il y a juste une chose que je veux mentionner, parce que ça m'agace, et je suis sûr que ça t'agace toi aussi, ainsi que tout le monde qui regarde. C'est la façon dont la presse occidentale parle de ces plans de paix, en particulier du plan en 28 points. Peut-être qu'il est maintenant à 27, et bien sûr, il y a celui en 19 points des Européens. Mais le plan américain, comment il aurait soi-disant tout cédé à la Russie? Comment il aurait répondu à toutes les exigences maximalistes de la Russie? Je n'avais jamais entendu le mot maximaliste de ma vie avant, il y a quelques années, tu vois? Mais bon, maintenant il l'emploie tout le temps. Je croyais que l'intention de la Russie était de conquérir toute l'Ukraine, puis de marcher sur Varsovie, Berlin et Pankow. Paris, n'est-ce pas la raison pour laquelle nous devons financer cette guerre? Pourquoi nous devons la soutenir, la maintenir en cours? Parce que si nous ne combattons pas les Russes dans le Donbass, nous les combattrons dans les rues de Boston, de Philadelphie et de Miami. N'était-ce pas la logique? Et maintenant, tu me dis que les exigences maximalistes de Poutine se résument à 2 provinces entières et la moitié de 2 autres dans l'est de l'Ukraine. C'est tout. C'est ça, la demande maximaliste. Je veux dire, sans même parler du fait qu'il n'y a aucune exigence de renverser le gouvernement de Zelensky ou d'y installer sa propre marionnette. Tu sais, toutes ces choses qu'on entend depuis 4 ans sur les raisons pour lesquelles on ne peut pas abandonner l'Ukraine. Pourquoi la sécurité de l'Ukraine est notre sécurité? Comment il s'agit d'un combat entre démocratie et autocratie, et ainsi de suite. Vous savez, je suis sûr que beaucoup de gens ressentent la même frustration en voyant à quel point les médias et les politiciens occidentaux abandonnent si vite un récit juste pour s'assurer que rien ne se passe réellement. Rien qui pourrait mener à la fin de cette guerre terrible, brutale et impossible à gagner en Ukraine. Mais oui, je veux dire, la folie des Européens maintenant, apparemment cela a été avancé. Je crois qu'au départ, ils parlaient de 2030, mais maintenant c'est 2029, quand nous devrions soi-disant aller en guerre contre la Russie. Je ne sais pas, peut-être que je confonds avec les pseudo-réalistes ici aux États-Unis, qui continuent de nous prédire quand la Chine va envahir Taïwan. Je veux dire, ce sont les mêmes types de personnes, non? Ils viennent des mêmes camps. Mais tu sais, il y a cette idée que d'ici 2027, ce qui est pratiquement dans un an, à ce stade, nous devons être prêts à combattre la Russie. Et maintenant, comme tu le dis, il y a des suggestions selon lesquelles nous devrions lancer des frappes préventives. Je veux dire, le désespoir ici dépasse le simple militarisme habituel. Je ne veux pas dire qu'il y ait quoi que ce soit de normal dans le militarisme. Mais en un sens, nous avons vu le militarisme être utilisé par les politiciens européens au cours de la dernière décennie environ pour détourner l'attention d'autres problèmes au sein de l'Europe. Des problèmes très graves et bien réels. Il y a un déclin général, quel que soit l'indicateur que l'on choisisse pour évaluer l'Europe, mais aussi des problèmes sociétaux plus vastes, comme les soins de santé, l'immigration, le logement, et ainsi de suite. Vous savez, ils essaient de détourner l'attention de ces questions réelles, sérieuses et lourdes de conséquences à travers l'Europe en agitant l'épouvantail de l'ours russe, du nouveau Hitler, ou peu importe la manière dont ils veulent le formuler. Cela a dépassé le simple militarisme, au point que les politiciens en Europe, qu'il s'agisse des Allemands, des Britanniques, des Français, certainement de ceux à la tête de Lulu et Boer, des Polonais et maintenant même des Scandinaves, que Dieu nous aide. Vous savez, les Baltes, eux, ont toujours été ainsi, et pour de bonnes raisons. Je ne dis pas qu'ils ne devraient pas. Si j'étais estonien ou letton, j'aurais certainement moi aussi mes propres sentiments envers les Russes. Mais pour ceux qui sont éloignés de cela, qui peuvent faire preuve d'un certain degré de rationalité, de raison ou de proportionnalité,
on voit leur désespoir à vouloir une guerre avec la Russie. Pas seulement pour présenter la Russie comme le croque-mitaine, les méchants venus de l'Est. C'est au-delà de cela. Ils voient qu'ils ont besoin d'une guerre pour maintenir le pouvoir. Que la situation est si mauvaise en Europe en termes de popularité qu'ils croient, dans leur désespoir, qu'une guerre est le moyen de s'y accrocher. L'idée étant que cela prouvera non seulement qu'ils ont raison ou que leur direction est légitime, mais que ce sera le mécanisme par lequel leur autorité sera consolidée. Et oui, je veux dire, c'est vraiment dangereux, parce que, de leur point de vue, leur intérêt personnel est lié à la guerre, non? Et donc, c'est un pas de plus que le militarisme ordinaire, qui est déjà assez mauvais. Mais quand l'intérêt personnel est perçu comme ne pouvant être protégé ou favorisé que par la guerre, eh bien, que Dieu nous aide, non? Que Dieu nous aide. Ursula von der Leyen, comme je l'ai déjà dit. Quelqu'un pense-t-il qu'elle ne s'endort pas le soir en rêvant de devenir la première commandante en chef de l'armée de l'Union européenne? Vous voyez, et comment obtient-on une armée de l'Union européenne? Eh bien, il faut aller en guerre pour obtenir une armée de l'Union européenne. Je veux dire, on commence à voir comment cet intérêt personnel finit par faire paraître la guerre comme une décision rationnelle. Tu sais, Matt, ce qui m'étonne, c'est que je n'ai jamais entendu Poutine réagir à cela. Tu sais, nous avons eu beaucoup de rhétorique au cours des presque 4 années de conflit en Ukraine, beaucoup de changements de ton concernant l'escalade là-bas. Mais Poutine a bien réagi aux Européens. Il a dit que si vous nous attaquez, la réponse ne sera pas celle que vous voyez en Ukraine. Elle sera totalement différente. Nous allons répondre d'une autre manière. Ce qui m'étonne, c'est qu'en regardant l'histoire des Premières et Secondes Guerres mondiales, on peut voir comment les gens s'approchent peu à peu d'une autre guerre mondiale, sans même se rendre compte de ce qui se passe. Oui, vous savez, eh bien, tout d'abord, cette mise en garde, si l'on peut dire, parce que je ne veux pas l'appeler une menace. Je pense que c'est plutôt une mise en garde. Sergei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, a dit aux Américains il y a plusieurs mois, et Poutine a peut-être dit quelque chose de similaire, mais je sais que Lavrov l'a fait, que voyez-vous, si votre conception de la Troisième Guerre mondiale est qu'elle se déroulerait en Europe, que les Européens serviraient de tampon pour protéger l'Amérique. Ce qui est la vision qu'avaient les Américains depuis des décennies, en particulier pendant la guerre froide. Alors l'idée est qu'une confrontation nucléaire commencerait sur les champs de bataille européens et pourrait ensuite s'étendre davantage jusqu'à ces villes. Mais d'ici à ce que Birmingham soit frappé par une bombe nucléaire, nous aurons repris le contrôle de la situation. Et Washington, D.C., New York et Chicago ne seront pas touchés, n'est-ce pas? L'Europe est un tampon, tout comme les Japonais, les Sud-Coréens et les Australiens le sont en Asie. C'est ce que font les empires. Ils ont des zones tampons pour protéger leur patrie. Et donc, Sergei Lavrov a dit, si vous pensez que ce sera le cas, vous vous trompez. La Troisième Guerre mondiale aura lieu aux États-Unis. Je le paraphrase. La Troisième Guerre mondiale aura lieu aux États-Unis, tout comme elle aura lieu en Europe. Ce parallèle avec la Première et la Seconde Guerre mondiale est à mon avis instructif, et il est juste à bien des égards. Je pense au traité de Versailles, le règlement de paix qui a mis fin à la Première Guerre mondiale et à la manière dont il a conduit à la Seconde. Le désir des Alliés de punir, de prendre des butins, si l'on peut dire, notamment aux dépens des Allemands, a engendré l'Allemagne des années 1930 et 1940 et rendu la Seconde Guerre mondiale inévitable. Et il y avait des gens qui le disaient déjà à l'époque. Je veux dire, personne, vous savez, parmi les personnes importantes, comme John Maynard Keynes, n'est-ce pas?
Je veux dire, il avait prédit que si l'on poursuivait ce traité de Versailles, si l'on infligeait cette punition à l'Allemagne, nous aurions une autre guerre en Europe. Et il avait raison. Et je pense que le parallèle, ensuite, se trouve dans la guerre froide et les dépouilles de la guerre froide. La manière dont les États-Unis ont traité la Russie après leur victoire dans la guerre froide. Ainsi, tout comme après la Première Guerre mondiale, les Alliés ont puni et pillé l'Allemagne au point non seulement de l'affaiblir, mais de l'humilier. La même chose s'est produite après la guerre froide. Vous avez le même type de sentiment d'avoir droit à tout que les Alliés après la Première Guerre mondiale. Aux vainqueurs les dépouilles. On le voit chez les Américains. Mais ensuite, il y a eu le pillage de la Russie, l'humiliation de la Russie, ce qui nous donne la Russie d'aujourd'hui. Les Russes en parlent eux-mêmes. Je veux dire, cette idée d'une Russie qui se redresse, que l'on soit d'accord ou non, c'est ce que les Russes pensent faire. Ils regardent les années 1990 avec horreur, non pas parce que, comme on le dit ici aux États-Unis ou en Europe de manière hypocrite, l'Union soviétique s'est effondrée et qu'ils ont perdu leur empire. Non, ce n'est pas cela. Ils regardent cette période avec horreur pour d'autres raisons. Les Russes regardent cette époque avec horreur à cause de ce qu'elle a infligé à leur peuple. L'appauvrissement massif de la population, le déclin considérable de la qualité de vie, la chute totale de l'espérance de vie, le pillage du pays et ce que cela a engendré en termes de classe criminelle, la montée des oligarques et globalement l'humiliation. Tu sais, Nima, quand tu es, disons, en Irak, en Afghanistan ou en Palestine, ce que tu entends de la part de ceux qui s'opposent à l'occupation, ce que tu entends de la résistance, le mot qu'ils utilisent le plus pour décrire ce qu'ils endurent, c'est humiliation. Et c'est quelque chose de tellement puissant que je ne pense pas que nous, en Occident, en particulier, vous savez, en tant qu'occupants, colonisateurs, impérialistes, ceux qui extraient et exploitent, comprenions vraiment. Cette honte qui accompagne le fait d'être occupé, la honte d'être dépouillé, pillé, impuissant. Et cette humiliation, bien sûr, conduit ensuite à c'est quelque chose qu'il faut affronter. Je pense donc que l'humiliation de l'Allemagne après la Première Guerre mondiale a conduit à la Seconde Guerre mondiale. Et je crois que, par analogie, l'humiliation de la Russie après la fin de la guerre froide nous amène à la situation actuelle en ce qui concerne la guerre en Ukraine. Bien sûr, il y a d'autres raisons à cela. L'une d'elles étant l'avancée ou l'encerclement de la Russie par les États-Unis, par l'OTAN, mais cela aussi constitue une humiliation, sans même parler des préoccupations légitimes de sécurité nationale. Je ne sais pas si quelqu'un, Matt, ce que tu viens de dire. Je pense que c'est très important que les dirigeants européens y réfléchissent, car ils font partie de cette région. Et à mon avis, si Donald Trump est prêt à faire quelque chose, ce qui à mes yeux semble être son intention, eh bien tu sais, il a envoyé Steve Witkoff avec Kushner. Nous savons que si Donald Trump envoie Kushner en Russie, il peut être sérieux dans ce qu'il entreprend. Mais il me paraît tout de même absurde que les Européens ne soient pas présents. Les Européens ne sont pas là. Il est impossible de conclure un accord en Ukraine sans que les Européens en fassent partie. C'est là le problème. Je ne sais pas si les États-Unis, l'administration Trump, ressentent vraiment la nécessité du rôle profond des Européens dans tout règlement en Ukraine, ni comment cela pourrait aider l'ensemble de la région, contribuer à la prospérité de la région. Les Européens disent qu'ils n'ont rien à offrir dans ce domaine, à part le gâcher, n'est-ce pas? Cela semble être le seul levier que les Européens proposent en ce moment. Compromettre toute possibilité de paix. C'est tout. Et tu l'as très bien dit, Nima. Cette idée qu'ils pourraient apporter quelque chose, des modèles, une feuille de route vers la paix, puis vers une plus grande prospérité, une renaissance de l'Europe.
Pourquoi les Européens ne sont-ils pas à ce stade, convaincus du fait que dans ce monde multipolaire, il pourrait être un bloc qui compte réellement s'ils commençaient à donner la priorité à ce qui les rendrait véritablement forts? Cela les rendrait. Alors commencez à donner la priorité à votre peuple. Commencez à reconstruire vos institutions éducatives. Recommencez à investir dans ces appareils commerciaux européens qui ont dominé pendant des siècles. Je veux dire, il y a en Europe des entreprises historiques qui s'effondrent, qui ont été vidées de leur substance. Vous savez, tout cela est la réalité que les Européens ont créée parce qu'ils ont voulu être les premiers parmi les vassaux de l'Empire américain. Et ils veulent encore s'y accrocher. Regardez-les au cours des dernières années, que ce soit dans leur comportement en présence de Donald Trump ou dans la manière dont ils mènent certaines actions, comme le fait d'accepter cet accord commercial et tarifaire humiliant, j'emploie bien ce mot, conclu l'année dernière avec les États-Unis. Pourquoi, à votre avis, se sont-ils engagés dans cette guerre ingagnable en Ukraine plutôt que d'essayer de trouver d'autres alternatives ou voies possibles? Ils ne reconnaissent pas la puissance d'associations émergentes comme les BRICS. Est-ce que quelqu'un ici, quelqu'un qui regarde, si c'est le cas, s'il vous plaît, identifiez-vous dans les commentaires. Est-ce que quelqu'un pense que l'UACRAN est en quoi que ce soit comparable aux BRICS? Et si je vous donnais $100 à investir dans l'UMA ou dans les BRICS, où placeriez-vous votre argent? Est-ce que quelqu'un mettrait cet argent dans l'UMA? Et pourquoi donc? C'est parce que les Européens ont choisi de poursuivre une gloire passée. Ils ont attelé leur char au militarisme. Ils ont cru que pour eux, et c'est là que nous entrons dans la classe politique, ou peut-être même quelque chose de plus large, mais surtout la classe politique en Europe, l'idée est que notre meilleure option est de maintenir les choses telles qu'elles sont. Notre pouvoir réside dans le statu quo. Et le statu quo signifie que nous devons être le petit poisson qui nage sous le requin, n'est-ce pas? Les États-Unis ou l'Empire étant ce requin. Et nous devons être le petit poisson qui attrape les premières miettes qui sortent de sa bouche. C'est essentiellement ce que l'on observe en Europe depuis des décennies. Plutôt que, vous savez, surtout à la fin de la guerre froide, lorsqu'ils auraient pu dire « Vous savez quoi? C'est un nouvel ordre mondial. » Nous ne pensons pas que le fait d'être les vassaux de cette seule superpuissance soit réellement la meilleure voie pour nous. Bien sûr, cela leur aurait fait mal à court terme. Ils auraient perdu leur statu quo, leurs privilèges, et cela les aurait rendus mal à l'aise pendant un certain temps. Cependant, la réalité, c'est que 10 ou 20 ans plus tard, ils auraient pu devenir des leaders mondiaux dans l'éducation, la technologie et toute une série d'autres domaines. Au lieu de cela, ils ont choisi de faire la guerre aux côtés des États-Unis à travers le Moyen-Orient. Cela a entraîné une vague de migration vers l'Europe qui a provoqué toutes sortes de conditions, de problèmes et de tensions sociales. Et cela a sapé leur politique. Cela a conduit à des gouvernements qui tout simplement n'ont pas gouverné, encore moins planifié. Et maintenant, on se retrouve avec une Europe désindustrialisée qui ne peut ni fabriquer, ni exporter, ni gagner de l'argent. Elle ne dispose pas de la monnaie de réserve mondiale, donc elle ne peut pas être un importateur prospère. Elle n'a pas la force des États-Unis en ce qui concerne le soutien du dollar. Ainsi, elle voit désormais ses budgets s'effondrer, sa dette croître, ses industries stagner. Ces industries sont en plein déclin, et elle n'a qu'elle-même à blâmer pour cela. Et pour eux, il semble que la solution NIMA, n'est-ce pas? Comme nous le disions, pour eux, ou du moins c'est ce que semblent croire ces dirigeants politiques, la meilleure option, c'est la guerre. La guerre nous sort de cette situation. C'est ce que je pense, beaucoup de dirigeants européens se disent. Et la tragédie, c'est qu'on ne voit aucune forme d'alternative pour ces personnes au pouvoir.
Non, au Royaume-Uni, je ne vois aucune alternative pour elles aujourd'hui. Inet. Qui va les remplacer? Quelqu'un qui pourrait réellement changer les politiques. D'accord. Enfin, écoute, je n'ai pas regardé les sondages britanniques depuis quelques semaines, donc je peux me tromper. Mais enfin, Reform est à 30% dans les sondages. Nigel Farage obtient un tiers de l'électorat britannique. Allons donc. Vraiment? Franchement, ils n'ont qu'eux-mêmes à blâmer. Oui, exactement. Merci beaucoup, Matthew, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est toujours un grand plaisir. Merci, Nima.